par le détenteur. De quoi s'agit-il? Vous avez la TEOM, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Elle dépend de la valeur annuelle de votre appartement ou de votre maison au 1er janvier, et le conseil municipal vote, ou l'intercommunalité vote, un taux. Et on l'applique sur votre base. C'est comme votre taxe d'habitation. Aucun lien avec la production de déchets. Ou alors, vous avez le budget général. Quand la TEOM n'est pas suffisante, on complète avec le budget général à peu près pour 6%. Et vous avez une redevance des ordures ménagères. Redevance, c'est que ce que vous payez doit couvrir l'intégralité du service des déchets. C'est la différence entre la taxe et la redevance. Mais cette redevance, en général, il est pratiquée sur la taille de ménage. Par exemple, on a X millions de tonnes de déchets par an dans une commune, on divise par le nombre d'habitants, et on a le volume de déchets par habitant. Et il y a 4 personnes qui habitent dans cette maison, dans cet appartement, et on prend le tonnage par le nombre de personnes, et on lui applique un prix. Donc c'est absolument indépendant. Il y a une redevance incitative qui, elle, est naissante en France. Il y a Besançon qui l'a mise en place. Besançon, c'est une agglomération de 200 000 habitants. Ils l'ont mis en place depuis à peu près 2012. Donc on n'a pas assez de distance pour voir le bilan, pardon. Oui, je sais pas, enfin si, on a quand même... Oui. Aussi, on a un recul qui est suffisant pour dire que ça marche bien quand même. Oui, mais partout, il y a une mise en place d'une taxe incitative. On constate concrètement une prise de conscience des gens par rapport à leurs ordures et des efforts qui sont faits pour essayer de baisser leurs ordures et donc un vrai effet positif. Voilà. C'est vraiment un constat comme quoi, alors même si ça a été un petit peu le contre-argument de ça, c'est de dire oui, mais ça va favoriser le dépôt sauvage. C'est le gros contre-argument de ce système-là. Mais dans les faits, on constate quand même, d'une manière générale, une réduction des déchets malgré tout. Donc on a quand même le recul qui permet de dire que l'aspect positif est bien supérieur à l'aspect négatif. Alors, pour cette redevance sur les ordures ménagères, alors vous avez 2 expériences en Europe. Vous avez Louvain, alors je ne sais pas si c'est sous Louvain-la-Neuve, où là, il y a des sacs payants pour tout ce qui n'est pas recyclable. Le sac pour le recyclable est payant, mais beaucoup moins cher. Donc, j'ai intérêt à remplir le sac de déchets valorisables. Bien sûr, ils sont vérifiés, de manière aléatoire, avec des amendes qui suivent le contrôle. Donc, cette redevance, elle est incitative parce qu'elle est indexée sur la quantité ou le volume des déchets, ce qui revient à le même chose. D'ailleurs, la redevance sur les ordures ménagères incitative, elle se fait sur les quantités et les volumes. Il y a des pesées embarquées aussi, c'est ce qui se passe à Besançon. On pèse votre bac, il y a un code barre, on lit le code barre, on pèse, on vide, on repèse, et le delta, c'est la quantité de déchets que vous avez payé. Alors c'est très pratique pour les pavillons. Par contre, pour les immeubles en habitat vertical, là, c'est une gestion qui se fait entre le syndic des propriétaires ou la société qui gère l'immeuble. Alors, il y a aussi un autre système, c'est le nombre de levées de déchets dans une commune. Plus une commune plus vous faites lever vos déchets, plus vous payez. Vous pouvez ne pas mettre de déchets sur votre porte, et dans ce cas-là, on ne vous fait pas payer. Et depuis 2012, on a la TEOM est incitative, c'est-à-dire qu'on a gardé le principe d'une taxe indépendante du déchet pour couvrir le coût fixe, et ensuite une part variable pour inciter le ménage à trier de manière à ce qu'on incinère ou on ne mette en décharge que le déchet non valorisable. Donc ça s'est mis en place depuis 2012. La redevance spéciale, c'est pour les petites entreprises. Et alors, l'innovation depuis 1992 pour les emballages ménagers, ensuite ça s'est généralisé, c'est ce qu'on appelle la taxe amont, ou plutôt la redevance amont sur les produits, qui est acquittée par les producteurs sur le potentiel déchet du bien. Par exemple, l'entreprise qui a mis cette bouteille sur le marché va payer 1 ou 2 centimes à un éco-organisme, d'accord, en fonction du poids, du volume et du type d'emballage, et cet argent est reversé par éco-emballage aux collectivités territoriales pour mettre en place une 2e poubelle, une 3e poubelle. Voilà. Alors, le problème, l'avantage, c'est que quand le poids de la redevance est plus important, eh ben, l'agent à qualité égale va se tourner vers une bouteille moins chère parce qu'elle sera moins emballée. Aujourd'hui, on a prouvé, je crois que c'est 60 millions de consommateurs, il faudra vérifier. Je veux dire, ce n'est pas des intérêts financiers particuliers. Il me semble que l'organisation, que 60 millions de consommateurs a pu vérifier que le poids
d'une bouteille a diminué de plus de 20% depuis l'instauration de la redevance sur les emballages. Alors maintenant, on a mis des redevances sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, sur le mobilier urbain, sur les vêtements. Donc c'est ce qu'on appelle le financement amont. Hein, c'est les redevances. Je ne devrais pas l'appeler taxe, je devrais l'appeler redevance. Voilà à peu près la manière de financer les déchets en France aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous, vous rejoignez la théorie économique en disant qu'il faut qu'il y ait une incitation au tri en fonction du poids ou du volume des déchets mis en place. Et c'est ce que souhaite la loi de 2012 qui crée la théorie. Ça, j'ai entendu des conférenciers du CNID insister sur l'intérêt de cette théorie, en effet. Oui, ça fait vraiment partie des mesures qui préconisent en premier lieu. C'est-à-dire le premier truc à faire pour essayer de sensibiliser une population à la question des déchets, c'est de mettre en place une incitation de ce genre-là. Et tout d'un coup, les gens disent oh, enfin, ils font vraiment plus attention, ils prennent vraiment conscience en fait que le déchet coûte de l'argent à traiter, bien sûr. Juste une petite question sur ces questions de resquilleurs, c'est-à-dire que de passagers clandestins, s'il y a une tarification incitative, je suis tenté d'aller déposer mes déchets chez mon voisin. En général, ce sont des flux de 5 à 7%. C'est toujours 5 à 7% de trop, on est bien d'accord. Mais il y a eu des études économétriques dès les années 80 sur des collines américaines qu'il avait mises en place. J'ai plus les articles, si ça vous intéresse, qui vérifient avec des données, avec des petits modèles économétriques, que le taux de perte, le taux de comportement de passagers clandestins est quand même minoritaire, mais que la part des déchets ultimes diminue et la part des déchets recyclables ou valorisables s'accroît. Voilà. Je ne sais pas si vous avez ça dit. Non, moi je... Non, c'est bon. Citoyen au pluriel, citoyenne. Encore une fois, en termes d'exemptation, comme avec un peu... Si genre, Jeannot, dépêche-toi. Non, mais je prends des plus. Mais je sais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt de la redevance amont, celle que, monsieur, vous avez payée en achetant votre pull vert, ou vous qui avez acheté cette bouteille d'eau, l'intérêt de la redevance amont est justement d'éviter les risques de détournement illégal liés à la taxation aval. C'est-à-dire que quand le consommateur paye, il n'y a pas de risque de flux chez le voisin, d'accord? Donc elle assure l'incitation non assurée par la taxe forfaitaire. Par contre, si je n'ai que du financement aval, c'est-à-dire de la redevance au poids, là, si on n'a que du financement en aval, on a quand même des risques de free riding, c'est-à-dire je vais laisser déposer mes déchets. Ce que dit la théorie économique, c'est qu'il faut calibrer une part amont pour inciter l'acheteur à acheter moins chargé en plastique, d'accord, avec une tarification aval. On peut tout mettre en amont, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire 1 euro. Supposez que le coût du traitement collecte, le coût externe de la bouteille de plastique soit de 1 euro. C'est stupide, c'est beaucoup moins. C'est 1 euro. Il est indifférent de payer 1 euro à Evian, enfin à Danone, ou 1 euro à la collectivité territoriale dans laquelle j'habite. Au plan économique, au plan mathématique, c'est pareil. Cependant, si je n'ai que du financement amont, je verse 1 euro à Coca-Cola ou à Eco-emballage, je ne bois pas de Coca-Cola, peu importe, à Eco-emballage. Je ne suis plus incité à trier en aval. Par contre, si je n'ai que du financement aval, je suis tenté de déposer mes déchets la nuit dans le jardin de Sabine. Ou de passer la frontière française pour aller les déposer en Suisse. Ici, je suis suisse, aller déposer mes déchets en France. Mais ce n'est pas des vannes, hein, ce que je raconte. Ce n'est pas des vannes, hein, je ne raconte jamais de blagues. Donc l'idéal est de trouver un taux. Donc ça, c'est des modèles de collègues économistes d'environnement des déchets qui ont montré quel était le taux optimal entre le financement amont et le financement aval. Donc il faut trouver un compromis. Et ça a été, donc le but du Grenelle de l'environnement a été de renforcer la responsabilité élargie du producteur. Ça veut dire que la redevance doit monter. Je vous donne un exemple. En 1992, je mets Eco-emballage en témoin, mais il me semble bien que c'était ça, quand on versait 1 centime d'éco-redevance en France, on versait 10 centimes en Allemagne. 30 centimes en Allemagne. 1 à 30. Donc le but du Grenelle de l'environnement a été de renforcer la responsabilité élargie du producteur
Et donc on est passé d'un écart de 1 euro, enfin de 1 centime, 30 centimes vis-à-vis des Allemands, à moins de 1 à 10. Donc on a resserré, divisé par 3, l'écart entre la redevance allemande et la redevance en France. Et on a étendu la taxe sur la mise en décharge à l'incinération aussi. Donc ça a été quand même un mieux. Et la loi de transition énergétique pour la croissance verte 2015 a créé la TOMI. Enfin, a autorisé les collectivités à pratiquer la TOMI. Parce que le grand problème, c'est l'application sur le terrain. Et vous parliez des élus tout à l'heure. Parce que les élus veulent se faire réélire. C'est un peu un des objectifs. Ce n'est pas l'objectif. Mais c'est aussi une ambition tout à fait démocratique. Donc l'application sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Voilà à peu près comment se financent les déchets ménagers et assimilés en France aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez... Je me sens un peu seul là. Non, c'est très bien. Non, c'est pas fini. Bon, alors, faut-il subventionner le recyclage? Alors je vais vous dire une chose là. Enfin, peut-être que vous contredirez. Pour les déchets industriels, allez voir la Fédération des recycleurs, la FEDEREC. Ce sont des entreprises, ce sont combien? 6 000, 7 000 entreprises en France, 15 000 entreprises. C'est ce qu'on appelait autrefois les ferrailleurs, vous voyez, la casse automobile. Eux, ils n'ont surtout pas besoin de subventions. Enfin, c'est eux-mêmes qui vous le disent. On a une activité aussi vieille que l'activité économique. On récupère des déchets industriels, des déchets, des chutes de production, des chutes d'aluminium, et on va les revendre sur des marchés auprès de négociants. Et ces négociants vont les revendre sur les marchés mondiaux. Je vais vous dire une chose, sur les matières premières non énergétiques en Europe, 50% de ces matières viennent de matériaux recyclés. 50%, en moyenne de l'Union européenne. Quant au cas des déchets ménagers, donc pour les déchets industriels, on n'a pas besoin de subventionner. Enfin, c'est les industriels qui disent, hein. Je n'ai pas de religion en la matière. Pour les cas des déchets ménagers, comme ce sont initialement des déchets en mélange, le coût marginal de récupération du déchet me coûte, je dis n'importe quoi, 10 € la tonne, et le prix de revente des matériaux triés ne me rapporte que 2 € la tonne. Parce que ce sont des déchets souillés. Du papier, ça c'est du papier recyclé à 30% à peu près. 30% de pâte recyclée et 70% de pâte vierge. S'il y a des traces d'huile ou de déchets alimentaires sur le papier, ce papier ne sera pas recyclé. Et le déchet en ménage, c'est pour ça qu'on a créé des conteneurs spéciaux pour les papiers cartons, pour les métaux ferreux, pour les métaux non ferreux, pour les plastiques, parce qu'il y a trois grandes familles de plastique, et pour le verre, parce qu'il ne faut pas que les déchets soient souillés. Mais ça coûte ça. Et c'est là que la subvention est intervenue, à travers les reversements d'éco-emballages et les autres éco-organismes, je ne sais plus combien il y en a en France, 17, 18 éco-organismes, et avec cet argent-là, ils subventionnent, d'accord, c'est-à-dire ils allègent le coût marginal de récupération, moins la subvention, ce matin en cours, j'ai mis plus subvention, c'est moins subvention, ça permet de se rapprocher du prix du marché. D'accord? Donc pour le cas des déchets ménagers, la littérature confirme, et même au plan politique on peut confirmer qu'il faut subventionner parce que ce déchet ménager est porteur de nuisances et porteur de coûts pour la collectivité territoriale, coûts privés et coûts sociaux évidemment. Voilà c'est ce que dit à peu près la littérature. Et moi, il y a quelque chose que je remarque du coup dans votre exposé, c'est que finalement vous parlez beaucoup du recyclage. Et par exemple, vous n'abordez pas du tout des notions pour moi d'éco-conception.